Bon, si on prend un peu de recul sur tout ça, faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on peut faire confiance aux éléments de langage du gouvernement? Est-ce que l'objectif réel de cette réforme, c'est le retour à l'emploi? Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'il y a une douille. Alors, spoiler, pour ceux qui n'avaient pas encore capté, on vit dans une société de classe. Ça veut dire quoi? Bah, que dans le monde dans lequel on vit, il y a grossièrement une minorité de gens qui passent sa vie à consommer et à kiffer, pendant que les autres charbonnent. Et attention, on parle pas des assistés là. Quand ta consommation se réduit à manger des pâtes au gruyère, jamais partir en vacances faute de fric, jamais faire un resto, compter le moindre euro quand tu fais tes courses, quand ton loyer représente 80% de tes dépenses, tu vis pas, tu survis en fait. Il y a aucun plaisir à faire ça. Alors si on est un peu plus précis, il s'agit pas de dire, comme certains gauchistes, que la classe dominante travaille pas. Elle fait même que ça de travailler. Elle travaille à nous exploiter le plus possible et à maintenir sa domination sociale sur nous. Faut pas croire, mais ça bouffe de l'énergie de faire ça au quotidien. Mais la diff, c'est que eux travaillent pour leur propre reproduction sociale. Et nous, comme on produit la valeur qu'ils nous volent, bah oui, vous croyez qu'il tombe du ciel ou quoi le profit? Si demain on arrête tous de travailler, t'inquiète pas qu'il ferait un peu la gueule là-haut. Bref, l'ironie de ce rapport social, c'est qu'on travaille aussi à leur reproduction sociale. Dans une société de classe, travailler c'est certes produire des biens et des services qui répondent à des besoins collectifs et individuels, mais c'est aussi enrichir une minorité de personnes qui fait travailler la majorité, et ainsi maintenir une domination sociale. Dans une société de classe, l'État, le gouvernement, les institutions démocratiques sont travaillées par le clivage de classe. Il y a par exemple une sous-représentation des classes populaires, donc des employés et des gens issus du monde ouvrier, à l'Assemblée nationale. Il n'y a même pas 2% d'ouvriers. L'Assemblée nationale, c'est hyper important. C'est là où on vote les lois quand même. C'est dans cette institution qu'on décide si on interdit ou pas l'accès à l'avortement par exemple. Comment vous voulez qu'on défende nos intérêts s'il n'y a personne pour nous représenter dans ces institutions qui exercent le pouvoir politique? On défend les intérêts de sa position. Les gros riches qui ont grandi dans le Paris 16e, qui ont fréquenté Sciences Po et l'ENA, ils ont la vision politique de leur vécu. Ils défendent leurs intérêts. Bref, je vais être un peu plus frontal, les institutions démocratiques de la République française, elles n'ont jamais été au service du peuple. Dans une société de classe, la démocratie, elle est au service de la classe qui domine l'ordre social en fait. Une fois que vous avez cette lecture, vous comprenez qu'on peut pas comme des golemons faire confiance au discours du gouvernement, quand il essaie de justifier ses réformes politiques. Et j'insiste bien là-dessus, on peut jamais leur faire confiance. Il y a toujours de l'implicite, du non-dit. Faut constamment décoder leurs éléments de langage. Derrière chaque réforme, il y a toujours une logique de classe, il y a toujours des intérêts cachés. Même les gouvernements de gauche qu'on a eu au pouvoir, on doit les analyser avec cette approche. La seule gauche qu'on a eu au pouvoir en France depuis Mitterrand, c'est l'aile la plus à droite du spectre de gauche. C'est ce qu'on appelle les sociolibéraux. C'est la gauche qui trouve que les trans, c'est cool, sauf quand c'est leurs enfants qui veulent transitionner. Là, ça devient les pires transphobes. C'est cette même gauche qui parle de pauvrophobie, au lieu de parler lutte de classe. Cette même gauche qui suce le patronat en proposant au mieux une forme de charité de classe pour combattre la pauvreté. Contrairement à ce qu'on entend souvent, cette gauche social-libérale, elle ne trahit pas. Elle défend elle aussi ses intérêts, des intérêts de classe. Les sociolibéraux font partie de la classe dominante. On pense à des figures comme Yannick Jadot, François Hollande, Raphaël Glucksmann. Alors, attention, faut pas tomber dans une lecture trop simpliste du phénomène que je viens de décrire. Si on prend une grande figure du mouvement ouvrier, Karl Marx au hasard, c'était un gros bourgeois, mais il a su trahir sa classe. Des gens comme lui, avec des trajectoires individuelles un peu cheloues, il y en a plein. Bref, si vous avez bien suivi tout ce que je viens de poser sur la table, concernant la réforme du RSA, ça implique que là aussi, il y a des non-dits. Et peu importe que vous soyez d'accord ou pas avec cette réforme, c'est pas le sujet. Même si vous êtes pour cette réforme car vous trouvez, par exemple, inaudible le fait que des gens touchent de l'argent en faisant rien, vous pouvez pas nier le fait que le gouvernement défend des intérêts qui ne sont jamais explicités. Derrière le discours sur le retour à l'emploi, il y a autre chose. Quoi? Des gens qui défendent leurs intérêts.